Pour les autorités soudanaises, il n'est pas question de discuter avec les forces de soutien rapide du général Mnepti. Elle les considère comme une milice judiciaire qui doit être condamnée par la communauté internationale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. La validation du rapport provisoire de la mission d'évaluation de mise en œuvre de la politique nationale de transparence et l'élaboration d'un nouveau plan d'action est au cœur d'une rencontre à Bamako. Cette réunion est une étape de la mise en œuvre du cadre juridique et institutionnel et de pilotage de la politique nationale de transparence. Il s'agit d'inciter les agents de l'État aux bonnes pratiques en transparence et au renforcement du dispositif de contrôle. La rencontre soutenue par le PNUD était présidée par le ministre de la Refondation. Compte rendu, Mamadou Fane. Adoptée en 2015, la politique nationale de transparence vise à limiter la corruption, à assurer la transparence dans la gestion des affaires publiques. Il s'agit à travers cet atelier de partager les conclusions de la mission d'évaluation de la mise en œuvre de cette politique. Bakary Traoré, ministre de la Refondation de l'État. Après une décennie d'application de la politique nationale de transparence et suite à l'expiration du premier plan d'action, il est apparu nécessaire de procéder à l'évaluation de sa mise en œuvre et d'élaborer un nouveau plan d'action en tenant compte de l'évolution du contexte marqué par un processus de refondation de la gouvernance à travers la mise en œuvre, entre autres, des recommandations des Assises nationales de la refondation, de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027, de la vision Malikura Nitasra Kabe 100 Baflani Biworni Sabama, de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Au terme de cette mission d'évaluation, des recommandations suivantes ont été faites en vue d'assurer la transparence. La promotion de la transparence dans la gestion des affaires publiques exige que les agents publics concourent au bon fonctionnement de leurs services et facilitent aux usagers l'accès à l'information, respectent la confidentialité des informations conformément à la loi et évitent toute situation ou attitude incompatible avec leurs obligations professionnelles ou susceptible de jeter un doute sur leur intégrité et de discréditer le service public. Cet atelier d'évaluation permettra ainsi d'enrichir le document du rapport de mise en œuvre de la politique nationale de transparence et son plan d'action afin de garantir la redevabilité des agents des services publics au bonheur des citoyens. AES, actualité. Les communicateurs des forces armées de la Confédération AES sont en conclave à Bamako pour renforcer leurs capacités. Initiés par la Direction de l'information et des relations publiques des armées du Mali, les communicateurs doivent mettre à la disposition des forces armées de l'espace AES un instrument de communication efficace pour faire face à la guerre informationnelle. La dite session se déroule à l'école de maintien de paix à Lune Blondenbey de Bamako, Arjumatina. Au centre de cette session du haut niveau regroupant les communicants des forces armées de l'espace AIS, la mise en place d'un cadre référentiel unique de communication pouvant permettre de mettre en exergue les actions de communication susceptibles de transformer la perception des populations, favoriser l'action des unités et surtout faire face à la guerre informationnelle. Colonel-major Suleiman Dambélé, directeur de la DIRPA. Mettre en place un cadre référentiel unique de communication assorti d'un plan d'action essentiel à l'architecture de défense de nos pays respectifs et de la force unifiée de l'AES. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Force est de constater qu'au-delà des interventions sur les théâtres d'opération, nos armées sont de plus en plus confrontées à cette guerre de désinformation tout azimut entretenue par les forces obscurantistes et les forces du mal incarnées par les médias terroristes et leurs alliés. De nos jours, la mise en place d'outils communicationnels cohérents et renforcés est plus que jamais nécessaire pour la consolidation de l'architecture défense. Lieutenant-colonel Abdul Aziz Ouedraogo, directeur de la communication et des relations publiques des armées du Burkina Faso.
Étant donné que nous sommes dans une guerre informationnelle, il est de bon ton que nous puissions affûter et harmoniser la communication opérationnelle que nous menons, non seulement pour soutenir les actions de cette force sur le terrain, mais aussi pour influencer la perception des populations de la Confédération afin qu'elles soutiennent et accompagnent l'action de cette force. Colonel Aminou Mani, directeur de l'information et des relations publiques et des sports à l'état-major du Niger. On sait qu'on ne peut pas faire la sécurité sans qu'il y ait les populations. On ne peut pas faire la sécurité sans informer. Si nous sommes dans la logique de mutualiser nos efforts, il doit en être de même. Et mutualiser aussi l'information, la communication au sein de l'AES. Cette session de renforcement des capacités des communicants des forces armées des États du Sahel aboutira à la mise en place d'une stratégie de communication assortie d'un plan d'action efficace au service des armées de l'AES. Dans le même registre de cette guerre informationnelle, l'Occident tente désespérément de reconquérir ce que les impérialistes considèrent encore comme leur chasse gardée. Pour ce faire, tous les moyens, même illégaux, sont mis à contribution. Au nombre de ceux-ci, la désinformation via le mensonge que RFI et France 24 semblent privilégier lorsqu'il s'agit de relater les actions positives des États de l'AES. C'est un commentaire signé Abdoulaye Koulibaly de la Radio du Niger. Face à la guerre économique et communicationnelle que lui livre l'Occident, l'AES a dès le départ décidé d'innover pour déconstruire le narratif mensonger des puissances impérialistes et de leurs médias aux ordres. Cas des médias français, RFI et France 24, qui ferment les yeux sur les pénuries d'essence en France tout en braquant leurs projecteurs sur le Mali. À cet égard, l'arrivée il y a quelques jours à Bamako de plus de 1200 camions-citernes avait été annoncée au conditionnel par RFI, optant pourtant systématiquement pour l'affirmatif lorsqu'il s'agit de relater les actions des terroristes. Le Mali, voici le message de RFI à propos des 1233 camions-citernes arrivés à Bamako. Un convoi sous escorte militaire serait entré cette nuit dans la capitale. Ils emploient serait le conditionnel dès que l'information est positive ou à l'avantage du Mali, mais cessent de l'utiliser lorsqu'il s'agit d'attaques contre le pays. Là, soudainement, ils affirment sans hésiter, les attaques contre les convois transportant du carburant vers la capitale se poursuivent et la pénurie d'essence complique chaque jour davantage la vie des habitants. Ici, ils affirment, et dans le même article publié juste en dessous de ce passage, ils écrivent sans conditionnel. À Bamako, la plupart des véhicules sont à l'arrêt et non seraient à l'arrêt. Une trentaine de bus solidaires ont été mis en circulation selon ORTM. Mais quand le même ORTM affirme que des convois sont effectivement entrés, RFI met l'information au conditionnel. Parce que dans ce contexte, le conditionnel sert à semer le doute, tandis que l'indicatif affirmé sert à imposer une certitude. RFI et France 24, depuis toujours, font la communication des terreaux. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Leur colère remonte à 2022 depuis qu'eux et leur gouvernement ont été chassés du Mali. Tout cela fait partie de la guerre hybride, de la manipulation, de la propagande, de la désinformation. RFI n'informe plus et fabrique des narratifs à son avantage. C'est de la propagande coloniale recyclée. Pourquoi? Parce que le Mali ne cède pas. Au résultat, Paris active son plan B, celui du terreau économique et informationnel. Et quand les terreaux imposent un soi-disant embargo sur le carburant, RFI s'empresse d'amplifier l'information. Pour contrer les velléités sournoises de ces médias et de leurs commanditaires, l'AES entend aussi profiter de l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est pourquoi elle met les bouchées doubles pour se doter rapidement d'outils essentiels de communication, à savoir une radio, une télévision et une presse écrite et électronique. Car l'heure est venue de mettre fin au monopole du récit et de l'information pour une communication plus juste et plus équilibrée. Le président du Burkina Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience à l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Il dit être venu parler de la libération du continent africain. Jacob Zuma appelle les Africains et de la diaspora pour mettre en œuvre, pour soutenir bien sûr, à tout mettre en œuvre pour soutenir et conduire à terme le processus enclenché par le Burkina. Écoutez l'ancien président sud-africain Jacob Zuma à sa sortie d'audience au micro de nos confrères de la radio du Burkina. Discussion was about this continent, Africa. Eh bien, nous avons parlé de l'Afrique. Comme vous le savez, l'Afrique a été colonisée
l'Afrique a été opprimée pendant des siècles. Les Africains ont maintenant décidé de dire nous devons être libres maintenant. Et nous allons travailler à libérer l'Afrique. Mais ceux qui nous ont colonisés continuent de piller nos ressources, même s'ils disent on leur a donné l'indépendance. Discuter pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes de l'Afrique. Je pense que ce pays a fait quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi j'ai cherché à rencontrer le président pour discuter avec lui et voir ce que nous pouvons faire ensemble pour continuer la lutte pour la libération de l'Afrique. Ce pays a décidé de se libérer du joug du colonisateur. Les organisations africaines disent que c'est un coup d'État qui a été perpétré là-bas. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas un coup d'État. C'est pour la libération du peuple burkinabé. C'est pour la libération du peuple africain. Le vrai coup d'État, c'est quand l'oppresseur renverse un régime pour installer une personne à leur service. C'est ça le véritable coup d'État. À l'instant, au micro de nos confrères de la radio du Burkina, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Suite de ce journal, juste après cette bulle musicale. Actualité hors de nos frontières à présent au Cameroun, le président Paul Biya prête serment ce jeudi pour son 8e mandat présidentiel, une formalité pour celui qui s'est livré à l'exercice pour la première fois le 6 novembre 1982, il y a 43 ans jour pour jour. Cette date marque son accession au pouvoir. La cérémonie s'annonce solennelle malgré un climat toujours marqué par de fortes tensions post-électorales. Par moins de 1500 cartons d'invitation ont été adressés aux autorités du pays et au corps diplomatique. Les candidats malheureux, eux aussi, ont reçu une invitation, dont Issa Chiroma Bakari, qui continue de revendiquer la victoire du scrutin du 12 octobre. Au Soudan, les autorités soudanaises ont rejeté la proposition de trêve faite par les États-Unis, annoncée mardi le ministre soudanais de la Défense à la télévision. Depuis septembre, Massad Boulos, l'émissaire américain pour l'Afrique, mène des discussions avec les partenaires régionaux pour finaliser ce projet. Les autorités soudanaises considèrent les forces de soutien rapide du général Hemedti comme une milice génocidaire qui doit être condamnée par la communauté internationale. Violence post-électorale en Tanzanie. La présidente Samia Suluhu Hassan met en cause des jeunes étrangers parmi les personnes interpellées lors des violences post-électorales. Lors de son investiture lundi 3 novembre, elle a promis un retour rapide à la normale au lendemain des manifestations violemment réprimées qui auraient fait plus d'1 millier de morts selon des organisations de défense des droits humains. La police, elle, a mis en garde contre la diffusion d'images susceptibles de provoquer la panique alors que l'accès à l'Internet reste partiel. Le sport. Juste après. Nous sommes en plein pied dans la page des sports foot féminin. L'USFAS représentera le Mali en Ligue des champions féminines en Égypte du 8 au 23 novembre prochain. Et toujours en foot, Ligue des champions européenne de l'UEFA. La 4e journée a pris fin hier soir avec plusieurs rencontres. Et Coupe du monde des moins de 17 ans, Qatar 2025, les Aiglonnais ont réussi leur entrée en lice hier. Le Mali a battu la Nouvelle-Zélande par 3-0. Voyons tout cela avec Isaac Chenou. Football, le Mali a parfaitement lancé sa Coupe du Monde chez les moins de 17 ans en s'offrant assez facilement ses 3 premiers points de la compétition. Seydou Dambélé, Zoumana Balo et Raymond Bomba ont marqué pour le Mali respectivement au 17e, 55e et 78e minute de jeu. Le Mali fera sa prochaine sortie contre l'Autriche samedi. Médaille de bronze en titre, le Mali a tenu son rang. Mauvaise entame en revanche pour le Burkina Faso, battu d'entrée 1-0 par les États-Unis, tandis que l'Ouganda a été dominé par le Canada 2-1. Démarré lundi dernier, la compétition se poursuivra ce jeudi avec la 2e journée. À ce qui concerne les représentants africains, le programme prévoit Portugal-Maroc à 13h30, de même que Argentine-Tunisie. Sénégal-Costa Rica et Qatar-Afrique du Sud se joueront à partir de 15h45. Ligue des champions d'Europe, la 4e journée a pu faire hier soir avec plusieurs rencontres. Les résultats suivants ont été enregistrés. Manchester City a battu Dortmund par 4-1. Newcastle a dominé Atletico Bilbao par 2-0. Galatasaray est allé battre l'Ajax par 3-0. FC Bruges et le FC Barcelone ont fait match nul 3 buts partout. Le Leverkusen est allé battre Benfica par 1-0. Gladbach et Chelsea ont fait match nul 2 buts partout.
pendant que Pafos a dominé Villarreal par 1-0. Inter Milan est venu à bout de Almaty 2-1 et Marseille a été dominé à domicile par Atlanta 1-0. Football féminin pour terminer. Ligue des champions féminines. La compétition se déroulera du 8 au 21 novembre 2025 en Égypte sur 2 sites. Le stade de Canal de Suez à Ismailia et le stade Right to Dreams au Caire. Elle promet donc 2 semaines de football spectaculaire et de haut niveau. Les militaires de l'ISFAS évolueront dans le groupe A en compagnie de l'ASFAR, du FC Massar et du 15 de Agosto. Le représentant malien fera sa première sortie contre le 15 de Agosto de la Guinée équatoriale. Le match d'ouverture offrira donc un duel 100% nord-africain entre le FC Massar, 3e de la dernière édition, et l'ASFAR du Maroc, championne d'Afrique 2022. Cette rencontre se disputera donc au stade de Canal de Suez à Ismaili. Le vainqueur de cette compétition repartira avec une somme de $600,000, soit environ 390 millions de francs CFA, tandis que le finaliste recevra $400,000, soit environ 260 millions de francs CFA. Bonne chance à l'ISFAS du Mali pour une première expérience. Restons avec vous, Isaac Chenou, pour la leçon du sport qui porte sur le pentathlon moderne. Le pentathlon moderne, c'est une épreuve sportive constituée de 5 disciplines. Ces épreuves sont l'escrime, la natation, la course d'obstacles, le tir au pistolet et la course à pied. Voyons cela. Le pentathlon moderne est une épreuve sportive qui combine 5 disciplines. C'est un sport olympique qui teste à la fois les compétences physiques et mentales des athlètes. Le pentathlon moderne a été conçu pour refléter les compétences d'un soldat et il a été introduit aux Jeux Olympiques en 1912, nous précise Ismaël Lingani, président de la Fédération malienne de pentathlon moderne. Le pentathlon moderne a été créé par le baron Pierre de Coubertin. Il a été introduit pour la première fois aux Jeux Olympiques de Stockholm en 1912. L'objectif était de représenter l'athlète complet. Depuis, il a évolué notamment avec l'introduction de l'Azeron, combine avec le tir et course à pied pour plus de dynamisme. La fédération de pentathlon moderne est une jeune fédération dans notre pays, mais qui fait déjà son petit bonhomme de chemin. Nous avons commencé les activités proprement dites en pentathlon moderne depuis 2017. C'est en 2022 que nous avons eu notre récépissé ainsi que l'agrément provisoire du ministère. Et depuis sa mise en place, la fédération s'est engagée dans la promotion de la discipline à travers la création des ligues, l'organisation des compétitions locales, la participation à toutes les compétitions internationales. La première règle du pentathlon moderne, selon l'Union internationale de la discipline, oblige aux athlètes une polyvalence. Ismaël Ligani. Chaque athlète doit concourir dans les 5 disciplines selon les règlements en vigueur en démontrant à la fois polyvalence, endurance, précision et esprit d'équipe. Les 5 disciplines du pentathlon moderne sont l'escrime, la natation, les obstacles qui est un parcours militaire, la course à pied et le tir combiné avec la course à pied. Le pentathlon moderne est un sport complet alliant l'explosivité de l'escrimeur, la concentration du cavalier, l'adresse du tireur, l'endurance du nageur pour consacrer le plus complet des athlètes. Chronique judiciaire. Le chantage et l'extorsion sont les atteintes à la propriété privée. Les deux notions sont bien connues du public et si l'un utilise par exemple des menaces de révélation, l'autre par contre emploie directement la force pour arriver à ses fins. Le chantage et l'extorsion ne sont pas autorisés au Mali. Ils sont d'ailleurs sévèrement punis par le Code pénal dans ses articles 321-59 et 414-1. Chantage et extorsion dans la chronique judiciaire en rediffusion avec Garibou Pérou. À la fois sombre et pernicieux, le chantage est une manipulation. Le maître chanteur force une personne à agir contre sa volonté. Il menace de divulguer les informations sensibles, embarrassantes, voire compromettantes. Il importe peu la forme, le chantage expose son auteur à de lourdes sanctions. Dr Oumar Kone, enseignant-chercheur à l'université Kourkanfouga de Bamako. Il s'agit pour une personne qui va effectivement menacer de révéler des informations de caractère diffamatoire. Et l'objectif est recherché in fine, c'est pour avoir auprès de la personne chantée une renonciation, par exemple une signature des dettes. Je peux vous chanter si vous ne me faites pas une fausse attestation de dette ou bien de promesse, je vais révéler telle ou telle information à votre encontre. Donc tout ce qui porte atteinte à l'honneur,
le maître chanteur va effectivement aller dans ce sens-là pour effectivement avoir quelque chose à la personne chantée. Et le Code nous dit, notamment à l'article 321-59, quels sont effectivement ces moyens-là. Il s'agit effectivement soit d'obtenir une signature, soit une rénonciation, ou bien la remise d'un fonds de valeur. Ça peut être une somme d'argent, ça peut être un papier. A contrario, nous avons l'extorsion. Elle est définie par le Code pénal dans son article 414-1 comme l'exercice de la force, de la violence, de la contrainte pour obtenir la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque. Ici, dans l'extorsion, on a de la violence. Vous-même, comme vous le savez, la violence, la menace et la contrainte sont des infractions à part entière dans le Code. Mais ici, elles ne constituent pas des infractions, mais elles constituent une composante d'une infraction, qui est l'infraction d'extorsion. Donc on va faire par tout moyen, une personne va essayer d'exercer de la violence, de la force, de la contrainte sur une autre personne pour que cette personne-là accepte de lui donner une signature ou de renoncer à un droit ou de lui remettre des fonds, des valeurs. Vous voyez? Alors même que dans le chantage, ce n'est pas le cas. C'est pour mettre la pression sur le mal, une pression psychologique, sans pour autant que ça soit la force. Et quand ça devient de la force, automatiquement on tombe dans l'extorsion. Mais du côté de l'extorsion aussi, quand on fait simplement une simple pression psychologique, là on tombe dans le chantage. Régis par les règles de droit, le chantage et l'extorsion ne sont pas autorisés au Mali. Quiconque se rend coupable sera donc puni. Si nous prenions l'article 321-59 du Code pénal, le chantage est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 100 000 francs. Quand on va à l'article 414, concernant l'extorsion, puni d'abord d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende. Voilà. Mais on peut effectivement l'interdiction de séjour ou l'incapacité d'exercer une fonction publique qui peuvent être prononcées. L'extorsion va aussi s'adresser aux saisies qui va détruire ou détourner un bien mis en gage. Alors, comme toute infraction, tout trouble à l'ordre public a des conséquences. Déjà, le seul fait même de troubler l'ordre public, c'est déjà une conséquence. Or, par principe, les règles sont édictées pour éviter tout trouble à l'ordre public. Si vous chantez une personne en vue d'avoir quelque chose, la personne le fait contre son gré. Ça veut dire que, déjà, vous avez atteint même dans son patrimoine et dans sa dignité. D'ailleurs, le Code les prévoit que lorsque l'infraction d'extorsion a abouti effectivement ou s'adosse sur une peine criminelle, que le coupable, la peine criminelle serait appliquée à l'auteur. Le chantage ou l'extorsion vise en effet à obtenir le même résultat, l'un ou l'autre commis en raison du genre, de maladie ou d'une quelconque particularité de vulnérabilité, constitue pour le Code pénal des circonstances aggravantes. Puisque aggravantes, les peines prévues sont encore plus lourdes. Voilà l'essentiel de l'actualité de ce journal. Moussa Papaïdara était là pour vous servir. Mise en onde bien assurée par Mamadou Diallo. Mise en ligne Cheikh Abdelaziz Koulibaly. Réalisation, coordination Ousmane Daou. Merci à tous pour votre attention. Les avis est communiqué tout à l'heure avec Moussa Koulibaly. En attendant, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire. Quoi qu'il arrive, belle journée à tous sur le RTM.